Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes. Il y a de plus en plus de monde qui vont se joindre à nous, mais on se devait de commencer cette table ronde, qui est notre troisième table ronde avec un focus aujourd'hui sur l'Ukraine. Les deux premières dont on voudrait avec Reza Jafari, qui a une association qui s'appelle Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, qui résume nos deux premiers dîners qui s'appelaient Afghan the Power, où dans ces deux premiers dîners, on a aussi mis en avant à la fois les exfiltrations qui ont été faites par les associations, bien évidemment en partenariat avec l'État, et pourquoi cette initiative de faire des dîners. Tout simplement parce qu'il y avait une urgence à la fois de faire connaître aux gens toutes les initiatives qu'on mettait en place de façon même citoyenne, et d'expliquer aussi tous les profils qu'on avait de toutes ces femmes extraordinaires qui ont été exfiltrées et qui aujourd'hui sont sur le sol français. Et Reza Jafari, qui a participé à l'exfiltration de 200 femmes, avec aussi l'association Singa, qui avait été aussi invitée lors du premier Afghan the Power. Et on continue à travailler sur un projet de femmes activistes, parce que pour la plupart, ce sont des femmes qui avaient un travail là-bas et qui étaient menacées et qui veulent continuer le combat en France. Et donc, on a monté, et elles ont monté elles-mêmes des super projets qu'on aimerait aussi vous exposer avant de faire un focus sur l'Ukraine. Voilà, donc Reza, je te laisse bientôt la parole. Je voulais juste d'abord vous présenter toutes les personnes qui sont autour de cette table. J'ai Léa Masseguin qui sera à mes côtés pour modérer cette table ronde. Nous avons également Nika Lovzowska, qui est chef d'un restaurant à Odessa et qui est récemment arrivée sur Paris. Nous avons la chance d'avoir Delphine Rouillot, également, directrice de France Terre d'Asile, une association qui a pour but de soutenir les demandeurs et les demandeuses d'asile en France. On a également la chance d'avoir Céline Schmitt, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France. Et on a également la chance d'avoir Alain Régnier, préfet et délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Donc je te laisse un petit peu la parole pour nous expliquer tout ce qui s'était passé sans refaire toute la genèse, mais en expliquant réellement où est-ce qu'on en est de tous ces beaux projets avec ces femmes afghanes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Lila. Comme vous savez, malheureusement après le 15 août 2021, après la chute de Kaboul, pas mal de personnes ont été en danger en Afghanistan après l'arrivée au pouvoir des talibans, surtout les femmes. Les féministes, les journalistes et les activistes. Beaucoup de personnes, à cause de leurs engagements, étaient en danger. Nous avons décidé de faire une liste, ce qui est terrible à faire, mais la situation était urgente et qu'on a préféré faire sortir surtout en premier les femmes, puisque malheureusement, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sont coincées en Afghanistan et les petites filles sont obligées de se marier très tôt parce que dès l'âge de 12 ans jusqu'à 40 ans, les femmes ne peuvent pas rester seules. Et les filles ne peuvent plus retourner à l'école. La situation est catastrophique. Il y a une vraie catastrophe humaine qui est présente en Afghanistan. Les femmes qu'on a fait sortir d'Afghanistan, aujourd'hui, on accompagne une vingtaine. Les autres ont été prises en charge par l'État et sont à peu près partout en France. Elles continuent leurs activités en France. Il y a un petit groupe de théâtre qui ont commencé à réaliser des petites pièces de théâtre ici en France. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Lyon et ils ont pu
jouer une pièce de théâtre. Et les autres femmes qu'on a fait venir, les 20 qu'on accompagne, parmi elles, il y a des journalistes, il y a une écrivaine, il y a des intellectuels, et qui, grâce aux 2 derniers dîners Afghan de Power, ont rencontré beaucoup de monde. C'est vrai que l'aide financière était importante. Ça nous a permis de faciliter l'accueil des personnes qu'on a fait venir. On a pu aussi faire quelques maraudes parce que les Afghans qui fuient la guerre continuent à arriver. Alors le pont aérien s'est arrêté, mais par leurs propres moyens, ils essayent de venir. Et malheureusement, ils n'ont pas cette chance des gens qui arrivent, qui sont arrivés par le pont aérien ou qui arrivent aujourd'hui par les exfiltrations organisées par l'État et qui sont accueillis autrement, sont accueillis à la rue. Et ce passage à la rue, que ce soit pour les familles ou pour les majors, pour les mineurs, c'est pareil, sont obligés de dormir pendant des jours et des jours, parfois des semaines dans des tentes. Et on a réussi à distribuer des couvertures, des tentes et essayer d'organiser une petite accueil malgré tout. Aujourd'hui, il y avait une conférence internationale sur l'Afghanistan avec CFDT, CGT, CSI et Fédération mondiale des journalistes. Ils m'ont expliqué qu'il y avait beaucoup de journalistes encore qui étaient bloqués en Afghanistan et que les aides qui partent d'ici en Afghanistan, malheureusement, ce n'est plus pour qu'ils puissent continuer leur travail, c'est pour qu'ils puissent vivre. Tout l'argent qui est envoyé en Afghanistan aujourd'hui, c'est pour pouvoir vivre et nourrir leur famille. Que la Belgique avait réussi à exfiltrer une journaliste, seulement une, et que ensuite elle est partie, elle est venue en France parce que en Afghanistan elle était une grande journaliste, elle était très connue et en Belgique elle était personne. Mais nous, avec les bénévoles et les gens qui nous accompagnent, et surtout grâce aux 2 derniers dîners, on a réussi à mettre en contact et à mettre en valeur le travail des femmes, des filles qu'on a fait sortir. Et aujourd'hui, je les vois presque plus parce qu'elles ont des contacts partout. Elles continuent à faire leur travail en France. Et voilà où on en est avec les filles qu'on a fait sortir. Mais je rappelle encore une fois que beaucoup de femmes sont coincées en Afghanistan parce que dans le régime des talibans, malheureusement, les femmes ne peuvent plus voyager seules, ne peuvent plus prendre l'avion. Et à la frontière, quand elles sont arrêtées, elles sont battues, torturées et ensuite emprisonnées. Il y en a beaucoup qui ont disparu. On voit moins aujourd'hui, mais au début, il y avait une résistance organisée par la jeunesse. Beaucoup de filles, surtout les femmes afghanes, ont organisé pas mal de manifestations. Et petit à petit, malheureusement aujourd'hui, si on ne fait rien, la résistance afghane ou les femmes afghanes, leur voix va être réduite au silence pour toujours. Et les femmes qu'on accompagne aujourd'hui ici essayent d'être le porte-parole des femmes afghanes et continuent leur travail depuis ici. Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter là. Non, mais c'était juste pour rebondir. Effectivement, les 2 dîners n'ont pas été juste faits pour être un moment aussi. C'est fait pour être un moment convivial, bien évidemment, mais c'était aussi pour pousser un peu plus au volontariat. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur de s'engager.
sur peut-être offrir la chambre qu'on a en plus à la maison, de pouvoir accompagner en tant que parrain ou marraine. Pour la petite histoire, on a ici Stéphane Méjanès qui a aussi hébergé toute une famille avec la Mina qui est une artiste peintre qu'on expose aujourd'hui. C'est un travail magnifique qu'elle effectue. On a eu la chance de pouvoir faire rencontrer Virginie Despentes qui était venue également ici avec deux romancières qui voulaient pouvoir traduire leur bouquin qu'elles avaient fait aussi en Afghanistan et qui est très très bien vendu par exemple en Iran. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi sur les 20 femmes qu'on accompagne avec Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, elles continuent à donner des cours par internet, des cours de français et d'anglais à des femmes qui sont restées là-bas. C'est leur manière de résister, c'est leur manière de pouvoir continuer leur combat. Eh bien, l'argent qu'on a réussi à récolter sur les 2 dîners, qui était quasiment de l'ordre de 20 000 euros. Donc plus on fait de monde, plus vous allez picoler après tout à l'heure, et plus en fait on pourra donner de l'argent. Et donc tout ça en fait a fait qu'on a pu aussi envoyer des bouquins, qu'on a pu essayer de continuer à faire un travail grâce à ces femmes-là. Nous, on est là juste en soutien. On est là juste pour essayer d'être des facilitateurs, leur permettre de rencontrer des gens et de pouvoir continuer à les accompagner. Donc on en est à ça, et on en est aussi au fait qu'on arrive presque au bout du bout. On a la grande chance avec Éric Pliez, qui est maire du 20e arrondissement, de pouvoir mettre à disposition des appartements intercalaires. Donc ce sont des appartements pour 3 ans, grâce à Paris Habitat, de pouvoir les mettre tout ensemble sur des pseudo-petites colocs, parce que ce sont quand même des petits appartements, ce n'est pas des grands appartements. Et on arrive à des difficultés aussi financières, parce qu'il faut que ce soit porté par une association. Les baux doivent être portés par une association, il y a un accompagnement social. Et donc là, on est en train de voir et d'articuler tout ça pour essayer de trouver un petit peu d'aide financière, mais on continue à pouvoir essayer de travailler, et on fera d'autres dîners plutôt sur la culture aussi. On a envie de mettre en avant toutes ces femmes et tous ces hommes, parce qu'on a aussi sorti des hommes entre le 15 et le 31, et de pouvoir continuer ce combat sur l'Afghanistan. Mais ça nous semblait important aussi d'avoir un focus sur l'Ukraine. Et on vous a parlé de toutes ces femmes qui sont en train encore de sortir, et on a avec nous Nika, qui est sortie il n'y a pas très longtemps de l'Ukraine, et qui va nous exposer aussi un petit peu tout son parcours, comme on avait fait pour les 2 derniers dîners. Et donc je te laisse la parole, Léa. Merci beaucoup, bonsoir à tous, et merci du coup à Lila et à Reza, et bravo encore une fois pour votre travail. Du coup, je vais passer à l'objet du débat de ce soir, qui est du coup autour de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 5 millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine en 2 mois, donc c'est absolument énorme. Parmi eux, il y a à peu près 70 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en France, d'après les derniers chiffres du coup des autorités françaises. Et donc, comme tu l'as dit, Lila, Nika, tu fais partie des personnes qui sont arrivées récemment à Paris. Et du coup, je voulais que tu nous racontes, si tu es d'accord, un petit peu comment s'est passé ce parcours et puis comment s'est passé ton accueil en France, et comment est-ce que ça se passe pour toi depuis que tu es ici. Bonsoir tout le monde. On m'entend, oui. Moi, avant, je faisais mes études, il y a 8 ans, je faisais mes études ici à Paris. Et je suis retournée après la révolution qu'on a eue en Ukraine, il y a 8 ans. Et parce que j'ai vu que c'est vraiment un pays qui se développe, qui a pris le chemin très démocratique, et c'est vrai que la vie a changé depuis en Ukraine. C'était vraiment très, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est pour ça, à cause de ça, pour moi, c'est très facile de retourner ici. Je parle la langue. J'ai un métier qui est très... c'est assez facile pour moi de trouver un travail. Et la manière comment la France a organisé tout pour les réfugiés ukrainiens, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai eu le titre de séjour en 40 minutes avec la sécurité sociale et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a une carte bancaire.
on est censé d'avoir de certains paiements tous les mois. Je veux dire que c'est vraiment impressionnant comment c'était organisé en France. Il avait des longues attentes, je sais, au tout début, mais comme moi, j'étais arrivée il y a quelques semaines, il n'y avait plus beaucoup d'attentes. Et je peux dire que par rapport aux autres pays, parce que je connais la situation, j'ai des amis qui sont partis dans des différents pays, je pense que la France, c'est les champions de soutien dans cette situation. Et je connais pour beaucoup de gens qui cherchaient aussi un endroit où ils peuvent se loger. C'était aussi bien organisé. Les Refugee Food aussi, ils préparent, je ne sais pas exactement combien de repas tous les jours. C'est incroyable comment l'Europe a réagi sur notre problème parce que... oui, c'est vraiment énorme les chiffres les nombres de personnes qui s'enfuient et ça s'arrête pas. Et les thèmes, comment on dit ça, il y a encore énormément de personnes qui vont venir. Est-ce que tu peux peut-être décrire comment... Tu viens d'Odessa, c'est ça, qui est dans le sud de l'Ukraine. Oui. Est-ce que tu peux peut-être décrire comment était la situation sur place quand tu es partie et si tu as des nouvelles de ce qui est en train de se passer là-bas en ce moment? Moi, j'étais partie au tout début avec toute ma famille, sauf hommes, parce que les hommes ne peuvent pas sortir entre 18 ans et 60 ans. Et la situation à Odessa est telle que, au tout début, on ne savait pas, parce qu'en fait, Odessa est entourée, on pouvait nous attaquer de trois côtés de la mer, de Transnistria et de côté le chemin sur la terre. Et c'était très, très dangereux. Et on sait que la Russie veut vraiment avoir Odessa. Pour eux, c'est une ville qui... On sait qu'il vaudra bien que ça fait partie de leur pays. C'est bizarre de le dire, qu'on prend ce qu'on veut, mais ça se passe un peu comme ça chez eux. Et pourtant, grâce à la résistance ukrainienne, grâce à nos armées, ça n'a pas du tout marché, leur plan. Et pour ça, on n'avait pas beaucoup d'attaques. Là, je viens de voir qu'il y avait une aujourd'hui. Odessa n'est pas encore détruit ni rien que ce soit. Mon restaurant est situé tout au centre et on est fermé depuis le premier jour parce que le centre est fermé. On ne peut pas entrer, c'est le centre historique. Et pour ça, on peut rien faire, même pour cuisiner pour les soldats et les trucs comme ça, on peut pas faire là-bas, malheureusement. Donc, Odessa n'a pas encore été touchée, mais c'est une ville qui est dans une situation dangereuse maintenant. Et j'imagine que tu n'avais pas du tout prévu de partir du jour au lendemain. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu as pris ta décision? Ah non, pour moi, c'était assez clair parce que je sais pas comment les gens restent là-bas. Oui, on a dit qu'il y a beaucoup de monde qui est parti, ça ne s'arrête pas. Mais quand même, il y a encore des gens qui restent dans les endroits énormément dangereux, beaucoup plus dangereux qu'Odessa, qui ne veulent pas quitter leur maison. Et ce n'est pas que des personnes âgées ou des personnes de certain âge. C'est des jeunes qui ne veulent pas. Je ne sais pas comment ils font avec la peur, parce que contre les bombardements, moi, personnellement, je ne peux pas. Et je crois d'être beaucoup plus utile ici, par exemple, en participant, et oui, avant que la guerre a commencé, on vivait en fait en attente de la guerre parce que tous les soldats étaient autour de la frontière depuis plus que 6 mois. Et parce que tout le monde disait que c'est pas possible qu'on nous attaque parce que c'est pas logique. C'était un peu compliqué au niveau de business, de développement, parce que
les gens économisent beaucoup. Voilà. Et on l'attendait, ce n'était pas tout à fait surprenant. Après, dans quelques semaines, comment ça s'est déroulé, ça c'était vraiment surprenant. Parce qu'on pensait que, oui, peut-être il y aura la guerre, peut-être ils vont attaquer les infrastructures, comme on dit, les bases militaires, les aéroports, des trucs comme ça, mais on ne savait pas du tout qu'ils vont détruire des villes complètement, qu'ils vont cibler les civils, qu'ils vont... Bon, vous avez tous vu vous voyez tous les nouvelles, c'est complètement vrai, voire pire. Et voilà, c'est ça ce on savait, qu'on avait appris juste après ça commençait. Du coup, je te pose une dernière petite question parce qu'il me semble qu'après, tu dois retourner là-bas. Mais comment est-ce que tu... Oui, à côté. Mais du coup, comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Est-ce que tu envisages de retourner en Ukraine si la situation s'améliore? Dès que je peux, dès que les bombardements s'arrêtent, dès qu'il n'y a plus de soldats russes, au moins dans la région. Il n'y a pas dans la région, je veux dire dans les... Quand je vois que ça s'arrête, je reviens dès que je peux. Et c'est pas que mon cas, c'est le cas de, je pense, 90% de réfugiés. Oui, je crois qu'il y a Parce déjà une vie qui est très, très bien, vraiment, en Ukraine. Et ça se développe et ça va encore se développer beaucoup mieux après qu'on gagne, en fait. Parce qu'on ne dit pas, vous savez, en Ukraine, on ne dit pas quand la guerre finit, on dit quand on gagne. Eh ben, merci beaucoup, on croise les doigts. Oui, je retourne à la préparation du dîner de ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers vous maintenant, notamment Delphine. Vous êtes directrice de France Terre d'Asile. Comment est-ce que ça se passe en tant qu'association qu'est-ce que c'est que de gérer un tel afflux de réfugiés sur un laps de temps aussi court? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour accueillir du coup 70 000 personnes à l'échelle nationale du coup? Alors, c'est pas France Terre d'Asile qui a accueilli 70 000 personnes. Sûr, mais non, mais je peux vous raconter les premiers jours, en fait, parce qu'en plus, on a travaillé avec Alain Régnier, avec la délégation interministérielle de manière très, 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 très intense. En fait, la guerre, elle s'est déclenchée, je crois, le jeudi ou le vendredi, enfin, juste avant un week-end. Et on s'est retrouvés, nous, le dimanche soir, sollicités pour aller dès le lundi après-midi à l'ambassade d'Ukraine pour commencer à rencontrer, en fait, des jeunes qui étaient en train de se mobiliser et qui étaient complètement perdus, qui nous disaient, il y a des personnes qui sont en train d'arriver par leurs propres moyens, en voiture, en train, depuis l'Ukraine déjà en France, et on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas où leur conseiller d'aller. Donc on a rencontré ces personnes-là qui sont toujours très investies encore aujourd'hui. On a eu des échanges nombreux avec les services de l'État qui étaient eux-mêmes en train de se mobiliser et de réfléchir à la bonne manière de faire. Et c'est comme ça, vraiment, de ces échanges très, très intenses qu'est né franchement, en 24 heures, en fait, le projet d'ouvrir un centre d'accueil d'abord dans le nord de Paris, puis désormais porte de Versailles, parce qu'il a fallu grossir, grandir pour s'adapter en fait au flux d'arrivée. Et donc, 3 jours après, dès le jeudi après-midi, on a ouvert un dispositif effectivement assez inédit en fait dans l'histoire un peu de l'accueil des réfugiés, dans lesquels on avait en fait l'idée c'était de se dire il faut pouvoir donner aux Ukrainiens qui arrivent en France par leurs propres moyens une adresse, un endroit où ils peuvent se rendre pour qu'ils puissent ne pas se retrouver à errer comme ça dans les rues de Paris. Et donc, on y a installé les équipes de travailleurs sociaux de France Terre d'Asile et d'autres associations qui sont venues en partenariat. On n'était pas du tout seul. On y a installé évidemment des équipes médicales. On y a installé des systèmes d'orientation vers les hébergements parce que les gens, quand ils arrivent, ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de boire, ils avaient besoin de voir un médecin et puis ils avaient besoin de savoir où ils allaient dormir le soir. Et puis très très vite, donc c'est l'État qui a mobilisé des places d'hôtel tout de suite dans la région parisienne. Et je pense qu'on peut tous se féliciter du fait que personne n'a passé une nuit dehors. En fait, on a tout de suite réussi à apporter des solutions à tout le monde. Et puis ensuite, il y a eu l'installation quelques jours après des services de la préfecture. Et effectivement, pour faire ce que c'est Nina, c'est ça la jeune a réussi à obtenir très rapidement, c'est en fait des systèmes de délivrance de titres de séjour, d'ouverture de droits, effectivement l'allocation pour
demandeurs d'asile qui a été donné aux réfugiés d'Ukraine, les droits à assurance maladie, enfin toutes ces choses-là, tout ça sur un même lieu. Et ça, c'est quelque chose d'assez voilà, d'assez inédit et qui est porteur, à mon avis, de plein de bonnes leçons pour l'avenir. Donc ça, c'est ce qui s'est fait à Paris. Et puis ce modèle-là, il a ensuite été dupliqué, notamment à Strasbourg et à Nice, parce que les réfugiés d'Ukraine, ils sont beaucoup arrivés par l'est de la France et par Nice, par l'Italie. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle des hubs dans notre jargonnage, voilà, des systèmes un peu comme ça qui ont été mis en place partout. Et maintenant, il y a des dispositifs un peu comme ça dans tous les départements de France. Évidemment, pas de la même ampleur. Et le dernier point un peu logistique aussi, c'est que quand le site a déménagé, au bout de 10 jours pour prendre une place plus... des locaux plus importants, on y a adossé un dispositif d'hébergement de nuit. Donc, il y a une autre association qui gère. Et donc, en fait, le site, il est ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'une personne qui se présente et qui arrive à Paris, si elle se rend porte de Versailles, elle trouvera toujours de quoi boire, manger et un lit. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement précieux. Donc, voilà, au final, c'est un site on a vu passer entre 8 et 9 000 personnes aujourd'hui. Donc, sur les 70 000, vous voyez, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est bien la preuve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas arrivés par leurs propres moyens. Et peut-être pour finir sur la question que vous me posiez initialement, mais il fallait que je recontextualise. Comment est-ce qu'on s'organise pour ça? En fait, on s'organise en changeant tous les jours. C'est-à-dire que on a, quand je dis on, c'est pas France Terre d'Asile, c'est le secteur associatif, les services de l'État, les collectivités locales, enfin vraiment tout le monde. On a dû inventer quelque chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, c'est-à-dire cette montée en charge hyper rapide qui se passe pour l'instant, je pense, plutôt bien. Aussi parce que les gens sont arrivés très rapidement au début et puis que ça fait quand même un mois maintenant que les arrivées sont beaucoup moins nombreuses. Donc c'est aussi c'est plus facile au quotidien. Et vous me disiez du coup tout à l'heure que vous aviez beaucoup travaillé avec Alain Régnier, du coup, qui est délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Quel a été votre rôle, vous, concrètement, et comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour permettre le bon accueil et la bonne intégration du coup de toutes ces personnes? Eh bien, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour cette soirée. Je pense que c'est toujours c'est important de rester éveillé par rapport à cette situation internationale et à essayer de trouver ensemble les meilleures réponses par rapport aux besoins des Ukrainiens et à la défense, encore une fois, du système démocratique de notre continent. Saluer aussi les efforts des collectivités, celle de Paris qui a été vraiment au rendez-vous, et puis bien sûr toutes les ONG qui ont été aux premières lignes, et bien sûr France Terre d'Asile pour qui la soirée est organisée. Donc qu'est-ce qu'on a fait dès le départ? C'était de réfléchir à la meilleure stratégie par rapport à la manière dont les publics sont arrivés. Je vous dis ça parce que l'année dernière, donc et notamment avec France Terre d'Asile et beaucoup d'associations en plein été. Donc on a organisé pour accueillir les Afghans du pont aérien, donc 2600 personnes en 15 jours. On a là un système qui était différent puisqu'ils arrivaient tous à un seul point du territoire qui était l'aéroport de Roissy. Et donc la prise en charge se faisait avec une sorte de plateau technique avec différents ateliers qui étaient organisés à la terminale 2D de l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc, à partir de là, on organisait la prise en charge, l'accueil des personnes. Cette crise ukrainienne était différente dans sa nature puisque les ressortissants ukrainiens pouvaient arriver de n'importe quel point sur le territoire. Donc, le choix que nous avons fait au niveau de l'administration que nous avons proposé au gouvernement, c'est d'organiser cet accueil au niveau des départements et d'organiser un couple entre les élus et le préfet de manière à, et bien sûr les associations, la société civile, donc de manière à répondre en proximité à l'accueil avec ce que dit très bien Delphine Rouillot, ma priorité et la priorité des pouvoirs publics était que personne ne soit à la rue, qu'il y ait un lieu pour se poser, pour notamment puisqu'on a 80% de public femmes avec enfants, on avait donc aussi une organisation qui a dû être mise en place pour les bébés. On a beaucoup de jeunes enfants. Donc voilà, le choix qui a été fait, c'est un choix de proximité, de gestion en proximité et d'amener les services publics vers les publics concernés. Au départ, nous étions sur une cible de 100 000 personnes.
Nous étions prêts à monter à 200 000, 300 000, parce que dans les premiers jours de la guerre, nous avions pensé qu'au-delà des premiers pays de frontière avec l'Ukraine, nous étions plus loin, donc nous aurions moins de public, mais nous avions pensé, nous avions anticipé de manière à pouvoir accueillir dans des délais extrêmement rapides plus de personnes. Donc voilà, un choix de proximité, de travail avec les élus, avec les associations, et dès les premiers jours, avec les contacts qu'avait eu Delphine Rouillot à l'ambassade d'Ukraine, nous avons monté un groupe de travail avec la communauté ukrainienne en France, qui est modeste. La communauté était modeste, 17 000 personnes, par rapport à plus de 100 000 en Espagne, 40 000 au Portugal, plusieurs centaines de milliers de personnes en Allemagne fédérale. Donc nous avions une petite communauté ukrainienne, mais donc nous avons réuni avec les ministres concernés une vingtaine d'associations franco-ukrainiennes et nous avons recensé 540 traducteurs. Nous avons identifié des personnes ressources qui étaient susceptibles sur l'ensemble du territoire d'apporter leur appui sur le terrain aux services qui organisaient l'accueil. Ensuite, nous avons mis en une nuit mis en place un site, une plateforme numérique gouvernementale qui a été étoffée et ensuite est devenue donc pour l'Ukraine avec 2 axes principaux. D'une part, pour les Ukrainiens eux-mêmes, donc quelque chose de totalement adapté à la situation, à la langue ukrainienne, et d'autre part à tous les Français très nombreux qui voulaient se mobiliser, que ce soit pour offrir des dons. Au départ, donc, nous avons aussi canalisé la mobilisation citoyenne parce que les besoins étaient plutôt médicaux que de vêtements. Donc, il y a eu beaucoup de vêtements qui ont été donnés au départ, et également avec l'organisation, avec la Fondation de France, la Croix-Rouge, différents acteurs, des dons en argent qui ont ensuite été utilisés pour accompagner les personnes en France, en-delà des aides publiques. Donc tout ça s'est mis en place. La plateforme numérique a hier été à 3500 téléchargements de pages et nous avons recensé plus de 50 000 propositions d'hébergement citoyen et avec un dispositif qui s'appelle Je veux aider, qui est sur la plateforme, près de 6 000 Français se sont engagés dans des actions bénévoles auprès d'associations en proximité. Donc voilà un peu le cadre général. Vous dire donc ce soir qu'il y a déjà des personnes qui sont reparties en Ukraine, donc il y a des flux entrants et des flux sortants, que 12 000 enfants sont scolarisés, 600 étudiants ont été intégrés dans les universités françaises, et donc après cette première phase, je dirais, de l'extrême urgence, nous travaillons sur, post-3 mois, les conditions d'intégration dans la société française des Ukrainiens, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de projet de vie en France, sachant, comme cela a été dit par cette jeune femme ukrainienne, que l'immense majorité des personnes souhaitent rentrer le plus rapidement possible dans leur pays d'origine. Néanmoins, nous avons eu aussi des dizaines de milliers d'offres d'emploi proposées par les entreprises. Et donc, une mobilisation sans précédent dans la société française qui fait chaud au cœur, mais qu'il faut en même temps canaliser, organiser, construire avec des attentions. Je terminerai par là. Nous avons des cas identifiés de traite des êtres humains. Nous avons des hébergeurs aussi qui étaient mal intentionnés, qui voulaient certains profils féminins, qui voulaient, entre guillemets, exploiter aussi. Voilà, donc tout ça fait qu'il est nécessaire, au-delà de la générosité de premier accueil, d'organiser les choses. On ne s'improvise pas forcément hébergeur, on n'est pas dans une tradition communautaire nord-européenne. Et donc, je terminerai par dire simplement que on a beaucoup appris. On continue à apprendre de la mise en œuvre de cette protection temporaire qui n'avait jamais été mise en œuvre. Céline Schmitt, je pense, en reparlera aussi dans quelques instants. Donc voilà, c'est maintenant, on est plutôt orienté vers l'intégration des publics, tout en sachant qu'un grand nombre d'entre eux repartiront dans leur pays d'origine s'ils le peuvent. Voilà. Merci.
Du coup, donc il y a 70 000 personnes qui sont en France, mais la plupart des réfugiés, donc sur ces 5,3 millions de personnes, la plupart sont dans les pays limitrophes, notamment en Moldavie, en Pologne, en Roumanie. Il y a aussi beaucoup de déplacés internes. Du coup, Céline, vous êtes porte-parole du HCR au commissariat pour les réfugiés. Vous avez du coup des équipes qui sont dans ces pays limitrophes et qui accueillent les déplacés. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la situation sur place ? Comment est-ce que ces personnes se portent ? Comment est-ce que vous êtes organisés, sachant que l'afflux est encore plus important ? Oui, merci beaucoup. Ça marche, hein ? Oui. Oui, effectivement, on a des équipes qui sont en Ukraine et qui étaient en Ukraine. On était en Ukraine depuis plusieurs décennies et plus actifs en fait d'un point de vue humanitaire depuis 2014, notamment dans l'est du pays. Donc on était déjà sur place et puis on avait des petits bureaux dans les pays voisins, mais qui parfois étaient très petits. En Pologne, on avait un bureau avec 8 personnes. Donc il a fallu réagir là très vite aussi pour soutenir les autorités pour l'accueil d'urgence. Qui au début se passait en plein milieu de l'hiver, donc il y avait vraiment des besoins pressants de personnes qui arrivaient après avoir passé un certain temps sur les routes aussi, parce que au début la situation n'était pas forcément fluide au niveau des frontières, parce que les arrivées par jour étaient très très importantes. En Pologne par exemple, il y a pu y avoir 140 000 arrivées par jour, ce qui est un chiffre énorme de nombre de personnes qui arrivent chaque jour. Actuellement, les chiffres sont moins importants, mais il y avait encore il y a quelques jours 40 000 personnes qui passaient par jour, ce qui reste en fait des chiffres très importants de nombre de personnes qui passent une frontière tous les jours. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est organiser une aide d'urgence. Là aussi, il y a eu une grande mobilisation à la fois des autorités, de la société civile. Ma collègue, une de mes collègues en Pologne, qui était donc représentante avant l'arrivée des réfugiés, me disait qu'elle connaissait pas un Polonais qui s'était pas impliqué d'une façon ou d'une autre. Donc beaucoup de solidarité et ce besoin d'organiser l'aide humanitaire très vite. Mais comme le disait Alain Régnier, ce qui nous a inquiétés dès les premiers jours, en voyant en fait qui étaient les réfugiés qui arrivaient, donc majoritairement des femmes et des enfants, près de 90% de femmes et d'enfants. Ce qui nous a inquiétés tout de suite, c'était leur protection aussi. Et donc, au-delà de l'aide humanitaire, il fallait mettre en place en fait un système protecteur des enfants seuls qui venaient aussi. Parce que parfois les parents envoyaient en fait les enfants vers la sécurité parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas partir, ils s'occupaient de personnes âgées ou des décisions qui sont pas du tout des choix, qui sont des décisions hyper difficiles à prendre. Et donc c'est ce qui a beaucoup occupé aussi nos équipes. Donc à l'heure actuelle, on est toujours dans cette réponse d'urgence parce que, comme je vous le disais, il y a toujours des personnes qui arrivent, il y a des choses qui se sont mises en place. Mais on travaille déjà aussi sur l'inclusion à moyen terme, en fait. Et donc, un programme qu'on a mis en place, par exemple, c'est un programme d'aide financière qu'on a mis en place pour très vite donner, en fait, des allocations financières, comme ça se fait en France aussi, pour les réfugiés qui arrivent, pour qu'ils puissent faire face très vite aux besoins qu'ils ont tous les jours. Ça permet aussi de faire fonctionner l'économie au niveau local. Et donc ça fait partie des réponses que le HCR met en place. Et voilà, pour permettre l'inclusion, parce que vous le disiez aussi, oui, la majorité des personnes veulent rester proches de chez elles, parce que si on pose la question aux réfugiés, ça a été dit aussi, mais mes collègues, encore une fois, lorsqu'ils posent la question aux réfugiés, de quoi avez-vous besoin maintenant ? La première réponse, c'est en fait, nous, on veut la paix, on veut que ça s'arrête, on veut rentrer chez nous. Et donc, il faut effectivement quand même, dans le moyen terme, en attendant que ce soit possible, pouvoir leur apporter une aide d'urgence et pouvoir travailler à leur inclusion à moyen terme. On en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Pour la première fois, l'Union européenne a décidé d'activer du coup cette directive de 2001 sur la protection temporaire pour les réfugiés, ce qui permet du coup d'accueillir les personnes qui fuient le conflit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et quels sont les droits qui sont octroyés par cette protection temporaire ? Peut-être que Céline, vous pouvez poursuivre, ou Alain ou Delphine. Moi, je peux commencer au niveau global et puis après, je passerai la parole à Delphine et Alain qui peuvent parler aussi de façon concrète ce que ça veut dire en France.
Mais donc effectivement, c'est une décision qui a été prise au niveau européen, c'est-à-dire aussi qui s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous l'avez dit, c'est une protection qui date de 2001, qui a été adoptée suite à la guerre dans les Balkans, justement pour permettre à l'Europe de répondre de façon rapide à un afflux important de personnes qui fuient la guerre pour pouvoir les protéger rapidement. Il a été décidé, sous l'impulsion aussi de la présidence française de l'Union européenne, d'activer cette directive. Ça a été accepté par les différents États européens. Et donc, il y a un minimum, je vais dire, de droits qui sont octroyés. Il y a des instructions qui ont été publiées par la Commission européenne sur l'activation de la directive. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet une protection collective aux personnes qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que les personnes, elles n'ont pas besoin de faire une demande d'asile individuelle, mais parce qu'elles fuient la guerre en Ukraine, elles ont droit à une protection collective et à un certain nombre de droits où il y a un minimum, mais qui varie d'un pays à l'autre. Donc pour qu'ils aient une protection sociale, en France, il y a aussi la possibilité de travailler, mais ça, c'est des droits qui varient des différents pays. Et donc, c'est quelque chose effectivement très important pour permettre aux personnes d'avoir un titre de protection très rapide et pas engorger aussi les systèmes nationaux de protection d'asile, parce qu'on parle de plus de 5 millions de personnes. Et donc, ne pas perturber en fait tout le système d'asile. Et peut-être une chose à ajouter par rapport à ça et par rapport au point de vue du HCR, pour nous, ce qui était très important aussi lorsque cette décision a été prise, c'était en fait qu'elle soit interprétée de façon inclusive. Parce qu'il y a d'autres personnes que des personnes de nationalité ukrainienne qui fuient l'Ukraine protégée aussi des réfugiés sur place. Il y a des personnes aussi qui sont apatrides, en fait, qui vivaient en Ukraine. Et donc pour nous, c'était important aussi que ces personnes-là puissent être protégées. Et donc la directive de protection temporaire permet aussi à des personnes qui avaient un titre de séjour, une résidence permanente sur place, d'avoir la protection temporaire. Et puis, au-delà de ça, pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la protection temporaire, que bien sûr, elles puissent aussi demander l'asile. Et c'est très important, en fait, pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles ou parfois qui ne sont pas peut-être aussi protégées tout de suite dans le premier pays dans lequel elles arrivent. Donc voilà, ça c'est pour le contexte général et peut-être, je ne sais pas, Delphine ou Alain, si vous voulez compléter par rapport à la France. Complétera. Peut-être en fait souligner le fait que c'est l'activation d'un droit qui est né en quelques jours et que là aussi on était sur quelque chose d'assez inédit, qu'effectivement il y a des droits qui sont associés pour les personnes qui sont des droits plutôt protecteurs, un droit immédiat à la santé, donc sans le délai de carence que subissent les demandeurs d'asile habituellement, un droit immédiat au travail, c'est-à-dire sans un délai aussi d'accès au marché du travail que connaissent les demandeurs d'asile, une activation d'une allocation majorée, enfin toute une série de droits qui sont effectivement qui ont participé en fait du fait que on a proposé aux personnes qui arrivaient, en tout cas aux personnes réfugiées d'Ukraine qui bénéficiaient de la protection temporaire, effectivement un ensemble de droits qui sont très nettement supérieurs à ce qu'un demandeur d'asile traditionnel connaît. Vous dire que ça nous montre en fait un truc important qui est que quand l'État veut bien faire les choses, il peut le faire et que nous on a été quand même très satisfaits de voir que c'était voilà que collectivement l'Europe s'est donné les moyens de le faire et que la France s'est donné les moyens de réussir cet accueil-là. Vous dire que nous on a politiquement encore un sujet de préoccupation parce qu'il y a des personnes réfugiées de guerre d'Ukraine qu'on appelle des ressortissants de pays tiers dans notre jargon, en gros des étrangers non ukrainiens, qui pour le coup, eux, bénéficient très peu de la protection temporaire, notamment des étudiants étrangers qui avaient des titres de séjour de courte durée, donc qui n'étaient pas résidents permanents, et pour lesquels ils ne sont pas si nombreux que ça, ils sont peut-être, je ne sais pas, quelques centaines d'étudiants, quelques milliers au total, mais pour lesquels on est aujourd'hui encore préoccupé parce que le cadre de la normalisation, de la légalisation de leur séjour n'est pas stabilisé. Et on continue à alerter les autorités françaises en leur disant, voilà, vous avez fait réussi une mobilisation exceptionnelle, il y a eu un élan de solidarité exceptionnel aussi
des Français. Et il est quand même très triste et très malheureux que quelques centaines ou milliers de personnes se retrouvent a priori privées de cette protection, alors qu'il est encore possible de changer. Donc on n'est pas... Enfin, moi, je continue à considérer que le plaidoyer d'associations comme la nôtre, elle peut se faire en essayant de convaincre les autorités françaises que cette décision-là, ils peuvent encore revenir dessus. On n'est pas, il est tout à fait possible de mieux protéger dès à présent tous ces jeunes-là, tous ces étudiants notamment, à qui il faut qu'on puisse proposer une inscription à l'université française. Les personnes qui sont réfugiées d'Ukraine en France, c'est beaucoup des francophones quand même. Donc c'est beaucoup de personnes qui sont venues en France parce qu'elles avaient une raison un peu plus objective. Enfin, c'est pas le cas de tous, mais il y a largement quand même des personnes qui avaient des liens avec la France, soit de la famille, soit une maîtrise de la langue. Enfin, un argument qui a fait qu'ils ont choisi la France parmi les différentes destinations. Et donc ces jeunes étudiants, beaucoup originaires du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest, on aimerait que leur situation soit résolue. Alors, rappelez que cette directive donc de 2001, elle s'inscrit dans un droit européen qui s'est construit depuis une trentaine d'années en matière d'immigration et d'asile, et que depuis plusieurs années, chacun s'accorde à dire que le système européen est dans une situation qui n'est plus du tout satisfaisante et qu'il nécessite d'être refondé. Ce que la nouvelle commission, donc en septembre 2020, a proposé, donc ce qu'on appelle dans le jargon européen un nouveau pacte, un paquet asile-immigration qui était fondé sur la nécessité, notamment de retravailler un point qui est très dommageable pour les personnes et très compliqué pour les États, qui est ce qu'on appelle la mise en œuvre de Dublin numéro 3, qui amène donc à renvoyer dans un autre pays de l'Union européenne, qui est le pays de premier accueil, la personne qui a donc déposé une demande d'asile. Donc tout le système est en tension négative depuis de nombreuses années maintenant, et la réforme du programme en matière d'asile et d'immigration se heurte au fait qu'il faut trouver un accord à 27, et que cet accord, il bloque sur la question de la solidarité entre les pays de l'Union européenne. Donc la France a essayé pendant sa présidence et continue jusqu'à fin juin à promouvoir des avancées sur ce pacte, mais malheureusement, force est de constater que la situation est pour le moins bloquée, que la mise en œuvre de cette protection temporaire, c'est une question qui m'était posée en arrivant, est-ce que les efforts qui sont faits par les pays de l'Union européenne va changer la manière dont l'Union européenne aborde cette question de la migration légale, de la demande d'asile et là de la protection temporaire. Pour le moment, par exemple, les Polonais, qui sont les premiers concernés par la situation actuelle, ne sollicitent aucune solidarité intra-européenne. Ils veulent une partie des 17 milliards que la Commission a mis sur la table pour l'accueil des ressortissants ukrainiens. Donc il y a toujours des très fortes tensions, et aujourd'hui des tensions aussi très fortes entre la Pologne et la Hongrie, compte tenu des points de vue de relations entre la Pologne et la Russie, et la Hongrie et la Russie. Tout ça pour dire que le régime de protection temporaire, donc, c'est un régime extraordinaire qui, encore une fois, n'avait jamais été mis en œuvre, qui a une date de départ qui est le 24 février. Donc, il y a vraiment un top départ. Donc, si vous aviez quitté l'Ukraine avant le 24 février, vous ne relevez pas de cette directive. Et après, il y a la situation d'un pays qui accueillait de nombreux étudiants étrangers, notamment africains, et pour lequel donc la position, la doctrine qui a été arrêtée à ce stade, c'est encore une fois de considérer ces ressortissants de pays tiers présents en Ukraine
à compter qui peuvent démontrer qu'ils étaient en Ukraine à partir du 24 février, que ces ressortissants ne puissent pas, dans des délais raisonnables, rentrer dans leur pays d'origine avec un caractère de retour sécurisé, de pays sûr, pays dans lequel ils viennent. Donc effectivement, il y a des discussions, des difficultés, des positions différentes, que ce soit avec le gouvernement français ou d'autres États membres, sur la manière dont on apprécie le caractère sécure du retour d'un ressortissant d'un pays tiers présent en Ukraine au moment du déclenchement du conflit. Nous avons mis en place, puisqu'effectivement Delphine Rouillot le signalait, ce ne sont pas des nombres extrêmement importants, dans les préfectures et notamment en région parisienne, une cellule dit des cas complexes où nous regardons au cas par cas les situations qui sont présentées. Donc voilà, je voulais vous dire en toute objectivité, voilà les conditions dans lesquelles cette directive s'applique. Nous avons ajusté aussi la question des prestations, des allocations logement, qui au départ, nous n'avions pas mis un curseur compatible avec la solvabilisation des ménages par rapport au logement. Donc tout ça, le gouvernement l'a changé. Nous avons donc pris des mesures liées avec des lettres de couverture pour Pôle emploi, pour mettre en œuvre des dispositifs d'accès à l'emploi dans des délais extrêmement rapides, en passant en dehors d'une procédure juridique plus légale, puisqu'encore une fois, on était dans l'extrême urgence. Donc voilà, cette directive, c'est une avancée effectivement considérable, qui pose aussi d'autres questions par rapport aux aides de l'État, aux aides des collectivités locales et à l'attention portée par la société civile, puisque, par exemple, la Deutsche Bahn comme la SNCF a proposé donc des voyages gratuits, que des collectivités ont proposé des cantines scolaires gratuites, que le gouvernement a pris des dispositions pour favoriser l'accès aux crèches, là aussi dans la gratuité. Tout ça pose aussi, devra être regardé après coup, des disparités, voire des différences de traitement entre telle ou telle personne en fonction de son origine, du pays dans lequel elle vient. Et là aussi, même si nous continuons, et je voudrais dire qu'on a accueilli donc près de 6000 Afghans et que nous en avons accueilli encore une quarantaine la semaine dernière et que nous sommes sur le point d'accueillir encore plusieurs centaines dans les 2 mois qui viennent. Donc on continue cette politique d'accueil, tout en essayant aussi, cela a été dit, que cette protection temporaire ne fragilise pas le dispositif avec l'OFPRA, avec les conditions de droit commun de l'examen de la demande d'asile des personnes qui sollicitent la protection de la France. Donc il faut que nous fassions en même temps tous ces dispositifs. France Terre d'Asile participe aussi à ce qu'on appelle la réinstallation. Le président de la République s'est engagé en 2018 à accueillir 10 000 personnes en 2 ans, des 7 000 Syriens, 3 000 subsahariens. Nous les avons accueillis. Nous sommes réengagés sur 10 000 personnes. Et tout ça, c'est des opérateurs mobilisés, des logements mobilisés, des collectivités locales mobilisées. Et donc, c'est vrai que là, nous sommes sous une pression forte et qui nous amène aussi à avoir moins de... Voilà, notre priorité, c'est encore une fois que les personnes soient dignement accueillies, mais avec les moyens qu'on a, on est aussi tous, les associations sont en tension avec les travailleurs sociaux, avec les équipes qui sont aussi, je tiens à saluer aussi tous les professionnels qui sont mobilisés sur cet accueil. Si nous avions dû accueillir 200-300 000 personnes, nous aurions manqué d'intervenants sociaux, enfin, clairement. Donc voilà, on est aussi c'est aussi l'occasion de revisiter, de re-questionner les modalités de prise en charge des publics étrangers en France, avec la question qu'a reposée aussi la semaine dernière la Commission européenne, c'est nous sommes des pays vieillissants et la question de la migration légale de travail doit être également reposée. Les Polonais, par exemple, qui sont hostiles à l'accueil de demandeurs d'asile, accueillent des centaines de milliers d'Ukrainiens avant le conflit pour travailler dans leur pays. La Hongrie, idem.
Donc voilà, il y a tout un tas de débats publics qui sont mal posés dans la société française et dans les pays développés, et pour lesquels il faudrait qu'on puisse en parler d'une manière plus raisonnable, dans le sens où on puisse se parler de ces sujets-là sans avoir, encore une fois, des expressions extrêmement violentes et des postures qu'on a bien perçues pendant la dernière campagne qui s'est achevée il y a quelques jours. Voilà, l'étranger étant encore une fois souvent le problème présenté comme étant celui qui pose, qui déstabilise la société française. Donc voilà, on a réussi avec cet accueil ukrainien, je pense, encore une fois du point de vue des pouvoirs publics et des services publics, je pense à démontrer qu'on était capable de faire face à une situation en quelques jours, de s'adapter, de s'organiser. Maintenant, ça devrait aussi nous interroger sur la manière dont les sociétés développées comme les nôtres accueillent ou ne souhaitent pas accueillir des publics venant. Alors, il y a aussi un sujet sur lequel je travaille qui est l'immigration climatique. C'est un sujet, là aussi, dont on ne parle quasiment pas dans les débats publics, mais c'est un sujet qui est à nos portes, si je puis dire. C'est vraiment demain que la question va se poser. Et là aussi, c'est dommage qu'on ne puisse pas en parler simplement. Voilà, je profite de ce soir pour dire qu'il y a, au-delà de l'Ukraine, au-delà de l'Afghanistan, il y a des enjeux majeurs pour la cohésion de nos sociétés et sur la manière dont on va parler de ces questions aux Français et de la manière dont ils les reçoivent aussi. Merci beaucoup à vous trois et merci à Alain Régnier pour ces mots qui remettent un petit peu aussi le débat. Et c'était aussi pour dire que quand Céline parle des réfugiés, on parle de tous les réfugiés et on a tendance peut-être à imaginer que le focus est juste pour l'Ukraine, mais effectivement, en fait, tous les réfugiés ont envie de retourner chez eux un jour. C'est les premières questions qu'on nous pose quand on discute avec eux, c'est quand est-ce qu'on peut retourner chez nous, et on a envie de retourner chez nous, retrouver nos familles, nos vies. Et également, je rebondis sur ce que tu disais, Delphine, c'est toute cette générosité qui a été mise en place. Si je prends mon exemple concret, je suis à la fois militante engagée depuis très longtemps. On a participé à l'exfiltration des femmes afghanes entre le 15 et le 31. Mais avant ça, on était sur le terrain aussi avec les Syriens, les Yéménites, avec également des personnes réfugiées climatiques. Parce qu'on n'en parle pas, mais elles arrivent, en fait, ces personnes-là, et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas prendre à bras-le-corps ce sujet-là. Et je suis en même temps en politique, on va arrêter de tourner autour du pot, je suis aussi élue avec une étiquette, et en même temps, j'héberge 2 Afghanes à la maison. Donc en fait, je coche tellement de cases que je ne peux pas m'empêcher de poser cette question aujourd'hui. Pourquoi cet élan de générosité n'a jamais existé auparavant ? Et je la pose et je pense que vous la posez tous et toutes ici. Pourquoi il y a un traitement qui est assez différent, et même les associations, le retour des associations nous dit on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on est capable, et tant mieux, il faut niveler vers le haut. On ne comprend pas comment on peut autant mettre à la fois des moyens financiers, des moyens humains, qu'on arrive enfin en 24 heures à pouvoir s'organiser. Et la question est bien évidemment, il faudra qu'on fasse le bilan de cette situation, mais qu'est-ce qu'on peut garder aussi de positif ? Parce que si on ne peut pas garder ce ne serait-ce que la protection temporaire, pourquoi aujourd'hui, quand un réfugié arrive par ses propres moyens ou pas par ses propres moyens, on l'a vu avec l'Afghanistan, pourquoi ça me prend autant de temps de pouvoir mettre dans le droit commun, parce qu'on le disait tout à l'heure avec Delphine, c'est la meilleure protection pour un réfugié ou une réfugiée. Pourquoi ça prend autant de temps aujourd'hui de pouvoir mettre cette personne dans le droit commun ? On a énormément de personnes qui dorment à la rue, enfin qui sont à la rue. Il y a Reza Jafari qui fait énormément de maraudes, et il ne les fait pas juste pour les Afghans, il le fait un peu partout sur Paris. Pourquoi on n'arrive pas à accélérer, à trouver peut-être le juste milieu entre le temps qu'on a mis pour la protection temporaire et le temps qu'on arrive à mettre et l'énergie qu'on met sur l'entraide. Aujourd'hui, on a sorti ces femmes afghanes
Et bon, on a des Syriens aussi, on a des Yéménites, on a aussi récupéré sur le territoire du 20e plusieurs personnes qui viennent d'Ukraine, mais qui sont étrangers. Et le simple fait de leur dire, bon, mais venez, on va vous accompagner à faire des papiers, ils ont peur de tout. Donc on en a plusieurs qu'on essaie d'accompagner. Mais comment on peut trouver un juste milieu en se disant, OK, on ne peut pas obtenir aujourd'hui la protection temporaire, mais en même temps, on met quasiment 1 an à insérer une personne. Quand on voit qu'on est capable de mettre directement des étudiants, de les renvoyer à l'école, toutes ces femmes afghanes qui étaient étudiantes, on n'arrive toujours pas à les remettre dans... C'est-à-dire juste aller apprendre le français, à retourner à leurs études. Le droit du travail, le droit au logement. On n'arrive toujours pas, on a toujours énormément d'obstacles. Alors, peut-être qu'on n'obtiendra pas autant de facilité, mais comment arriver à trouver un juste milieu? Et je parle vraiment au nom de toutes les associations qui nous ont démarchés, au nom de tous les militants et militantes, et même, je pense, des citoyens et des citoyennes et même moi, qui ne comprend pas ce fossé entre ces deux processus. Je pose la question et je pense qu'on se la pose tous et toutes autour de cette table aujourd'hui. Peut-être Céline, Delphine ou Alain. Ouais. Je vais juste rajouter un mot. En fait, cette politique de non-accueil est aussi très très dangereuse. Cette politique de non-accueil a tué beaucoup de monde. Cette politique de non-accueil pousse beaucoup de réfugiés, de personnes réfugiées, puisque avant tout, c'est des personnes, c'est des êtres humains. On en a vu à Calais et aussi à la Manche. Il y a eu des personnes qui ont été noyées en essayant de traverser la Manche et en allant en Angleterre. C'est de la politique de non-accueil et malheureusement, ça fait trop longtemps. Et je suis arrivé en France en 2009 et depuis 2012, j'ai créé l'Enfant d'Afghanistan et d'ailleurs. Et depuis, je me bats pour un accueil digne pour des personnes réfugiées. Et l'Afghanistan, depuis, il y avait la guerre. Et il y a toujours la guerre en Afghanistan. Et c'est juste la volonté. Quand il y a la volonté, on a vu la démonstration que c'est possible. Tout est possible. La France est 6e puissance mondiale économique. Tout cela pour commencer tout simplement par la création des centres de premier accueil. On n'en a pas en région Île-de-France. Il n'y a pas de centre de premier accueil. Aujourd'hui, il y a un accueil d'urgence qui est très bien organisé. On a fait des actions de visibilisation. On a monté des campements dans Paris pour obliger l'État d'héberger les gens, alors que toute personne qui se trouve sur le sol français a le droit d'un hébergement. Et l'État pouvait, en une nuit, trouver 500 hébergements, 1000 hébergements, et là, en quelques jours, des milliers, voire des dizaines de milliers. C'est possible, il faut juste écouter les personnes qui travaillent jour et nuit et qui ont la volonté de faire, que ce soit la guerre, le réchauffement climatique ou la misère. Il y a des masses, des mouvements qui sont à prévoir dans l'avenir, qui vont arriver et il faut organiser l'accueil et cela est possible tout simplement en créant des centres de premier accueil. Peut-être à la fois pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit et puis pour modérer aussi un petit peu les propos parce que je ne suis pas complètement d'accord non plus avec le constat général. Ce qui est certain, c'est que ce qui a été fait, c'est complètement inédit. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a des leçons à en tirer. Dans le plaidoyer que porte France Terre d'Asile, la question de l'abrogation du délai de carence, c'est-à-dire l'accès immédiat à des droits à santé pour tous, c'est quelque chose qu'on porte et c'est la démonstration éclatante que si ça a été fait là, c'est parce que les gens, ils ont besoin d'être pris en charge. Et pour tout vous dire, on aurait bien aimé que ça soit fait pour l'Afghanistan il y a 6 mois et on ne l'a pas obtenu. Et là, je suis d'accord qu'il y a une inégalité qui est criante et qui est bien dommage. Et donc nous, ça va nous... Enfin, moi, je vous le dis très bêtement, mais ça va nous servir, en fait. C'est-à-dire que demain, ça va nous permettre de retourner voir les services de l'État, voilà, le ministère, et de leur dire, écoutez, voilà, vous l'avez fait pour eux.
c'est bien la preuve qu'il y avait un besoin. Donc s'il y avait un besoin pour les personnes qui arrivaient d'Ukraine, il y a le même besoin pour les gens qui arrivent voilà, du Soudan ou d'Afghanistan. C'est vrai aussi pour le droit au travail, c'est vrai pour l'apprentissage du français. Aujourd'hui, l'apprentissage du français pour les demandeurs d'asile, il est véritablement rendu possible à la fin de l'instruction de la demande d'asile, quand les gens obtiennent le statut de réfugié. L'État ne finance pas des cours de français pour les demandeurs d'asile, il les finance pour les réfugiés, dans une espèce de logique qui consiste à dire que tant qu'on n'a pas le statut de réfugié, potentiellement on peut être amené à rentrer dans son pays d'origine, et donc il n'y a pas besoin d'investir la langue, ce qui est une aberration au regard de la réalité des parcours de vie des personnes, quand bien même elles sont déboutées de leur demande d'asile. Donc ça, c'est pour vous dire que oui, moi je pense que il faut qu'on arrive à positiver de cette inégalité, effectivement, de traitement, en tirant des leçons et en espérant que, en tout cas, nous, ça nourrira notre plaidoyer. Là où je me permets juste de tempérer, c'est que il y a des centaines de personnes qui dorment à la rue à Paris. France d'Asile, on a des maraudes aussi, on voit ça très bien. Enfin, on est en charge de ces maraudes-là. Il y a aussi des progrès qui ont été faits. Il y a évidemment des centres d'accueil qui existent en région parisienne. C'est pas vrai d'imaginer qu'il y a pas de solution. Ce qui est certain, c'est que l'extrême mobilisation qu'a entraîné cette guerre en Ukraine, elle est infiniment plus forte que la mobilisation qu'on peut connaître d'ordinaire. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent passer plusieurs semaines avant d'avoir accès à la demande d'asile. Mais la réalité, c'est un peu technique, mais je suis obligée parce que la réalité, c'est que la plupart des gens qui dorment à la rue à Paris, il y a des gens qui viennent d'arriver et qui vont attendre quelques semaines avant d'être orientés dans des centres d'hébergement. Malheureusement, ça existe et évidemment qu'il faut faire, qu'il faut agir par rapport à ça. Mais après, il y a plein d'autres réalités. La plupart des gens qui sont quand même dans ces campements, c'est des gens qui sont déboutés de leur demande d'asile, c'est des gens qui sont dublinés, donc qui ne relèvent pas de l'accès à ces dispositifs. Et donc en fait, on est face à une multiplication de raisons. Donc ça ne retire rien au caractère inhumain de fait de laisser des gens dormir sous des tentes. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la solution est pas la solution, c'est une solution, on va dire, d'automaticité d'une proposition d'un hébergement, mais qui ne résout pas la question derrière de l'accès aux droits de ces personnes. Voilà. Et qu'il faut bien faire la part des choses entre les deux pour ne pas imaginer que qu'on résoudrait un peu miraculeusement cette problématique. On est confronté à une multitude de situations administratives qui appellent en fait la mobilisation d'une multitude de réponses. Voilà. Je vais peut-être compléter effectivement parce que oui, je pense que ce qu'il faut faire, il faut prendre aussi la situation actuelle un peu comme un point de départ en fait. Voilà ce qu'il a été possible de faire. Comment on peut pérenniser ce qui a été mis en place, parce que bien évidemment, nous aussi au HCR et les recommandations qu'on a faites en début d'année à la présidence française de l'Union européenne étaient des recommandations au niveau européen de mieux accueillir, mieux protéger les réfugiés. Il y a toute une discussion qui doit continuer sur le système d'asile commun en Europe, sur le pacte européen sur l'asile et l'immigration pour organiser cet accueil au niveau européen, mettre fin aussi à des pratiques en fait de renvoi aux frontières, notamment aux frontières externes de l'Union européenne. On n'en a pas parlé là parce qu'on parle surtout de la France, mais ce qui se passe en Méditerranée aussi, avec des naufrages qui continuent en Méditerranée, on en parle beaucoup moins actuellement parce qu'aussi, oui, il y a beaucoup de couverture médiatique de la guerre en Ukraine, la situation, et il doit y en avoir. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir, mais du coup, il y a tout ce travail, ce chantier qui a continué, justement pour mieux protéger, mieux accueillir les réfugiés en Europe et continuer cette discussion. Donc, prendre un peu cette situation comme un point de départ, réfléchir aussi peut-être pourquoi est-ce que cet accueil a été possible et qu'est-ce qui a aussi rendu possible cet accueil. Je pense que là aussi, ce qu'on peut noter, c'est tous les discours positifs qui ont été faits sur les réfugiés, encore une fois, en Europe, en expliquant, oui, c'est des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la violence, qui ont besoin de protection, ce qui est la situation en fait de tous les réfugiés dans le monde. Donc ça permet aussi justement de rappeler ça, d'expliquer les choses, de faire entre guillemets un peu de pédagogie. Et nous, on nous a donné la possibilité, là, tout d'un coup, au HCR aussi, d'expliquer ça sur des sujets
qui n'intéresse pas forcément d'ailleurs aussi sur les chaînes prime time. On n'a pas beaucoup l'occasion d'expliquer pourquoi les réfugiés fuient, quelle est la situation dans d'autres zones du monde. Et je pense qu'effectivement, ce discours positif sur l'accueil aussi a été très, très important. Et que voilà, il faut construire sur ça. Et peut-être un point que je voulais ajouter aussi par rapport à ça, c'est que pourquoi aussi il y a eu autant d'attention sur cette situation. Je pense que c'est aussi une crise géopolitique en fait qui a attiré beaucoup l'attention. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé aussi. Qu'en Europe, il s'agit d'une crise inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec, comme on le disait, des nombres extrêmement importants de réfugiés qui fuient sur le continent européen et qui montrent en fait aussi ce que la situation dans laquelle sont aussi les pays voisins d'autres situations en crise. Parce que très souvent, les réfugiés fuient vers les premiers pays voisins. Donc aussi, la majorité des réfugiés syriens ont fui vers les pays voisins de la Syrie. La majorité des réfugiés afghans aussi sont accueillis dans les pays voisins. Là, la situation se passe en Europe aussi. En fait, c'est des pays européens qui sont voisins de situations de crise. Et donc, ça permet justement de parler de ça aussi. Et la dernière chose, si vous me permettez, et je ne veux pas être trop longue, c'est sur la solidarité. Il y a beaucoup de solidarité, effectivement, actuellement. Et ce qui est important maintenant, c'est que cette solidarité dure. Et moi, on me pose souvent on pose la question aussi de comparer la situation en 2015, 2016 et maintenant. Et moi, je suis arrivée au HCR en France en 2015. Avant, je travaillais pour le HCR, mais sur le continent africain. Je suis arrivée en 2015 et je me souviens, en 2015-2016, une grande mobilisation aussi de la société civile en France. C'est à ce moment-là que beaucoup d'initiatives citoyennes sont nées. C'est là qu'est né aussi, par exemple, parce qu'il y a le dîner ce soir, le Refugee Food Festival était né aussi à cette occasion-là. C'est des initiatives qui se sont pérennisées, professionnalisées, construites. Il y avait beaucoup... Nous, on avait, je crois, autant d'appels à un moment donné, du matin au soir au bureau, de personnes, d'entreprises qui voulaient se mobiliser. Mais en fait, cette solidarité, elle est immédiate. Et ce qu'il faut faire, c'est aussi pérenniser en fait cette solidarité sur le long terme. Et je pense que c'est une autre chose à organiser maintenant. Toute cette mobilisation, comment on continue, on entretient la mobilisation avec des personnes qui ont leur vie aussi de tous les jours. Donc comment on maintient cette mobilisation des entreprises? Et je pense que là aussi, c'est une réflexion à avoir et c'est un travail qu'on peut faire parce que cette solidarité, elle est nécessaire sur le long terme et elle est nécessaire pour tous. Et elle est nécessaire aussi pour les réfugiés d'autres crises, y compris qui sont dans d'autres pays. Et Alain Régnier mentionnait par exemple la réinstallation et les voies légales. C'est un gros défi pour nous actuellement aussi que les États européens continuent aussi à se mobiliser pour les autres situations dans le monde et qu'il y ait toujours la possibilité de réinstallation pour les réfugiés les plus vulnérables. Désolée, j'étais un peu longue et je n'ai pas répondu à tout, mais je voulais faire un petit résumé de mes idées. Moi, je vais être très bref parce que on rentre là dans un débat de nature politique qui dépasse l'expression d'un haut fonctionnaire, même s'il est engagé depuis des années sur ces questions. Je voudrais aussi, je l'ai pas dit, saluer toute l'action des agents publics aussi, parce que on a souvent une vision où on oppose les gentils ONG et puis les vilains fonctionnaires qui appliquent bêtement des procédures, des lois, etc. Je crois que ça a été dit sur la situation des réfugiés, qui est un mot valise en fait, qui regroupe des situations d'une extrême hétérogénéité. Sachez en tous les cas que dans la vie quotidienne des agents publics, nous avons une exigence de faire au mieux dans les contraintes qui sont les nôtres. Et je renvoie au débat dans la société française sur la place de l'étranger. Et on a vécu à l'automne dernier quand même le concours Lépine de la meilleure manière de fermer tout, de verrouiller tout, d'empêcher les gens de venir. Voilà, donc
même les partis les plus opposés à l'accueil ont bien dû finalement, sur la crise ukrainienne, changer de posture et dire bah oui, eux, il faut les accueillir. Donc je pense que c'est un combat des prochaines décennies de maintenir nos valeurs, mais encore une fois, ça dépasse l'expression publique que je peux avoir en tant que haut fonctionnaire qui, dans une démocratie, applique les lois votées par la majorité et dans un système représentatif. Donc voilà, si un demandeur d'asile ne peut pas apprendre le français avec des moyens publics ou ne peut pas travailler, c'est parce que le législateur l'a décidé ainsi. Et s'il l'a décidé ainsi, c'est qu'il représente une majorité qui est celle du Parlement. Après, on peut, encore une fois, en penser ce que l'on veut en tant que citoyen. Je suis aussi citoyen. Je suis aussi un citoyen engagé dans des associations, dans des actions à titre personnel. Mais voilà, à partir du moment où je mets en œuvre une politique publique, je la mets en œuvre dans un État démocratique. Et nous avons la chance de vivre dans un État démocratique où les lois sont votées par un Parlement à la fois légitime et légal. Donc après, il en ressort de chacun d'entre nous d'être un citoyen engagé et de convaincre les autres citoyens de ne pas avoir ou de changer de politique publique. Voilà, c'est encore une fois la limite de ma réponse. Qui est très bien, et en plus dans la temporalité parfaite. Hein, bientôt, il y aura les élections législatives, donc ne vous trompez pas de vote, si vous voulez qu'on continue à pouvoir mieux accueillir. En tout cas, vous avez répondu également à la question juste après. C'était vraiment qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça. Et donc, il y aura un bilan. Et tu disais bien, Céline, aussi, comment on fait pour garder l'attention et comment on fait pour garder tout ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle on continue et on a envie de continuer ces dîners qui paraissent juste autour d'un dîner, mais on fait à chaque fois un point d'étape sur les projets très concrets. D'ailleurs, pour revenir sur France Terre d'Asile, on avait décidé de parler du projet Duo de demain. Et donc, on veut continuer à faire ces dîners-là avec des projets concrets qui sont à la portée de tout le monde et où on peut s'engager aussi, chacun et chacune, autour des projets que les associations créent. Donc, c'est sur ces jolis mots qu'on va terminer. C'est également parler de Duo de demain. Et on se retrouvera certainement au prochain dîner où on fera aussi un point sur grâce au dîner et à l'argent qu'on a réussi à récolter et grâce au travail que vous effectuez tous les jours. J'ai demandé à Emma de me rejoindre, qui est la coordinatrice du projet. Et je vais même te laisser ma place. En 2 mots, vous remercier effectivement, remercier le Grand Contrôle, remercier Refugee Food, parce que cette soirée, elle va se faire, les bénéfices de la soirée vont venir financer un programme qu'Emma va vous présenter dans 2 secondes, qui est le programme de parrainage citoyen qu'on a mis en œuvre et qu'on a mis en œuvre depuis la crise syrienne, c'est-à-dire qui fait partie de ces très nombreuses initiatives qui sont nées de cet élan de solidarité de l'époque, et qui, en fait, sur lequel on s'appuie beaucoup pour essayer de créer du lien social, parce que au-delà de notre travail d'association qui accompagne des demandeurs d'asile, des réfugiés, on est aussi conscient que les réfugiés ne peuvent pas avoir comme seul et unique point de contact dans la société française des travailleurs sociaux qui s'occupent d'eux. Quand bien même les travailleurs sociaux sont des gens extrêmement investis et impliqués, c'est aussi absolument indispensable de pouvoir découvrir la société dans laquelle on souhaite s'intégrer à travers un lien purement gratuit, bénévole. Et c'est ça l'objet de ce programme Duo de demain. Mais je vais laisser Emma vous en dire 2 petits mots. Donc, Duo de demain, c'est donc un programme national porté par France Terre d'Asile depuis fin 2015. Donc, il s'agit du programme présenté sur les flyers que vous avez pu trouver sur vos chaises. Le programme consiste tout simplement à créer une relation entre, d'un côté, une personne soit française ou pas forcément, mais tout simplement qui vit en France depuis très longtemps et qui est en situation régulière, qu'on va appeler parrain ou marraine. Et de l'autre côté, une personne réfugiée, une personne qui bénéficie d'une protection internationale en France, qu'on appellera filleule. Et il s'agit en fait surtout de parfaire l'intégration des réfugiés grâce à cette relation, puisqu'il ne s'agit ni de soutien matériel, ni d'hébergement, mais de créer du lien social en participant ensemble à des activités socio-culturelles. C'est-à-dire que les personnes s'engagent, les 2 personnes qui vont constituer ce qu'on appelle un duo de parrainage, vont s'engager à se rencontrer régulièrement sur une période de 6 mois renouvelable
pour faire ensemble des sorties, des visites culturelles, du sport, partager un repas, peu importe, tout simplement des échanges amicaux et informels qui vont permettre à la personne réfugiée de sortir de son isolement en créant du lien avec des locaux, de pratiquer le français, de mieux comprendre la culture française et de s'en approprier les codes, et puis découvrir aussi la ville dans laquelle elle réside. Et de l'autre côté, pour la personne qui parraine, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à une autre culture, de rencontrer quelqu'un qui vient d'un horizon différent, et puis de traduire des valeurs d'accueil, de vivre ensemble en un engagement qui est à la fois concret, mais aussi très, très accessible et très flexible. Et puis à côté de ces relations interpersonnelles qu'on crée, on propose aussi une animation de communauté où on invite de temps en temps nos duos à se rencontrer aussi les uns avec les autres autour d'un événement convivial comme une sortie culturelle ou une soirée qui va permettre de créer encore plus d'échanges entre filleuls, entre parrains et marraines. Et donc avec tout ça, l'idée principale, c'est non seulement de faciliter l'intégration des personnes réfugiées, mais aussi de casser un peu les préjugés à leur rencontre grâce à ces rencontres, et puis de rompre tout simplement les barrières entre société d'accueil et nouveaux arrivants. N'hésitez pas, Emma, donnez le site internet peut-être, l'adresse si les gens, si ça vous intéresse. Voilà. Vous pouvez la trouver sur le flyer. Donc c'est, je pense, voilà, France Terre d'Asile, parrainage. Il y a toute une rubrique sur le site qui permet d'en savoir plus. Et vous avez accès également au questionnaire d'inscription qui est à remplir pour les personnes souhaitant s'engager. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions. Lila, je vois qu'il est déjà... Lila, On a faim ou pas? je crois. Il faut? Ah oui, d'accord. Vous avez un micro juste là, je vous permets. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Daria Mityouk, je suis ukrainienne. J'étais étudiante ici en France pendant 6 ans. Je suis partie de France, c'était par mon propre volonté en 2019. Aujourd'hui, je suis peut-être réfugiée, je ne sais pas. Je suis venue pour élever la solidarité de laquelle on a parlé beaucoup aujourd'hui. J'ai quelques questions. Je pense que... pourquoi je dis que je ne sais pas si je suis réfugiée, parce que la semaine prochaine, je repars en Ukraine. Donc, question, je ne sais pas si je suis réfugiée ou pas, mais on va dire que je représente les réfugiés ukrainiens aujourd'hui. Je pense que moi, j'étais en retard. Et ça fait 1h30 qu'on a passé de tout notre temps ici ensemble, oui, pour résoudre quelque chose. Je ne sais pas si on a vraiment eu les résolutions concrètes, efficaces, mais apparemment j'ai beaucoup entendu et je voulais demander, vous, aujourd'hui, quelque chose. Première chose que je voulais bien demander, où est-ce que vous allez partir s'il y aura la guerre en France? Où est-ce que vous allez vous réfugier? Ça, c'est un. Deuxième question. Je pense que je ne suis pas très en courant qui vous êtes, mais je pense que vous tous travaillez pour les réfugiés, vous les aidez beaucoup, tous les réfugiés du monde. Question de comment faire pour ne pas avoir plus de réfugiés, pour que les gens pouvaient rester chez eux, que ce ne sera pas nécessaire pour eux d'apprendre la langue française, créer les liens, trouver les parents, marraines, etc., etc. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on va être les réfugiés en face du système français seuls. Juste aujourd'hui, je ne peux pas recharger ma carte puce orange parce que la carte doit être aux cartes bancaires bleues français. C'est dommage. Je dois demander mes amis. Je ne peux pas aujourd'hui acheter une carte puce orange parce que je suis hébergée, il n'y a pas EDF sur mon nom. C'est la réalité. Est-ce que les parraines et les marraines vont m'aider chaque moment de ma vie ici, pendant ce temps-là, en Ukraine, mes sœurs et tout le monde est en train de mourir pour protéger l'Europe quand nous demandons, je cite, protection de France. Et j'ai beaucoup d'autres questions à poser, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de temps pour ça. Merci beaucoup.
Mais toutes les questions, on pourra se les poser même après, autour du dîner. Il n'y a aucun souci, on pourra continuer à les recueillir, vraiment, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est des questions beaucoup, même au niveau international, qui ne nécessitent pas forcément des réponses aujourd'hui. Pour la faire courte, on a 2 associations et on a des personnalités qui travaillent vraiment tous les jours sur l'inclusion des réfugiés et auxquels je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment étayer concrètement sur les 2 questions qui ont été posées. Et bien évidemment, il y a toujours des couacs sur la logistique et ce ne serait-ce que sur le problème de carte bleue. Je pense que l'ancienneté des... Non, mais peut-être, madame, vous dire qu'on entend votre émotion et que, enfin voilà, moi, ce que je peux juste vous expliquer sur des aspects très techniques et très logistiques, et je pense que quelque part, votre première question, elle le dit bien, c'est que personne n'est préparé à ce qui est en train de se passer. Voilà. Et bien évidemment que vous ne l'étiez pas. Bien évidemment que la France ne l'est pas et que si demain la France était attaquée, moi j'ai pas la moindre idée de ce qu'on ferait. Et je pense que ce qu'on peut vous dire, c'est simplement l'espèce d'effort d'adaptation de la société française pour faire de son mieux. Et faire de son mieux, ça ne veut pas forcément dire faire bien. Ce que vous décrivez sur le fait que la carte de paiement n'est pas une carte bleue, ça fait des années qu'on le dit, voilà, parce que c'est vrai pour tous les demandeurs d'asile. Enfin, c'est une carte bleue, mais c'est pas une carte de retrait. Enfin, bon, je vous passe les détails, mais tout ça est compliqué. Bien sûr, voilà, c'est une réalité. Maintenant, il y a, je pense, dans une forme d'impatience et d'envie pour les personnes qui arrivent et qui se réfugient d'Ukraine de retrouver des conditions de vie, pardonnez-moi, les plus normales possibles, si tant est qu'on puisse le dire comme ça, c'est-à-dire les plus... le moins d'envie d'être dépendant en fait des autres et de retrouver une autonomie et une indépendance, ce qui est parfaitement légitime. Malheureusement, c'est compliqué à organiser immédiatement, et donc je pense que tous les efforts qui sont faits justement visent à essayer de faire au mieux. Mais enfin, en tout cas, moi, j'entends parfaitement l'immense frustration, pour pas dire plus, que ça peut créer. Juste réagir pour déjà partager encore une fois votre émotion et vous dire que je n'ai pas de réponse en tant que citoyen par rapport à comment est-ce que collectivement on peut empêcher les guerres. On n'y est pas parvenu depuis quelques dizaines de milliers de millénaires. Donc je pense que l'Organisation des Nations Unies, et vous avez vu comment son secrétaire général a été encore une fois traité par la Russie lors de sa visite dans votre capitale. Donc je pense que... Mais avant 1945, il y avait une Société des Nations qui était déjà un premier progrès. Il n'y avait pas les États-Unis dedans. Sur 50 ans, il y a eu un progrès, il y a eu un droit international. On est en train, sur les exactions des soldats russes, d'instruire un certain nombre de poursuites judiciaires pénales au niveau international. Donc je pense qu'il ne faut pas désespérer... Enfin, je crois que c'est un mouvement long et malheureusement dramatique pour vous qui le vivez. Effectivement, s'il y avait une guerre en France aujourd'hui, je ne sais pas ce que moi je ferais, par exemple, ce que nous ferions avec ma famille, etc. Donc après, il y a des conditions pratiques que vous signalez et les difficultés. Voilà, j'ai réussi après 2 mois à avoir, mais ce n'est pas encore publié sur le site officiel, un accord avec... la Fédération française des banques, le ministère de l'économie, sur les modalités pratiques à la fois pour que les Ukrainiens puissent utiliser leur argent en France et pour que sur des questions pratiques d'accès au compte, vous puissiez avoir des réponses. Voilà, je suis désolé, mais je ne sais pas faire en tant que fonctionnaire, je ne sais pas faire plus rapide que ce que je suis en train de vous dire en toute transparence. Après, il y a de nombreuses initiatives privées, et elles sont formidables, et donc elles sont complémentaires de l'action publique. Il ne faut pas opposer les uns et les autres, et sachez que je suis le premier à dire en permanence que ce n'est pas aux gens de rentrer... c'est à nous de nous adapter aux situations des personnes. C'est pas aux gens de rentrer dans la case de la circulaire de manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'un dispositif. Voilà. Maintenant, ça c'est un long travail
de changement, de management public aussi. Voilà. Donc je m'y emploie et j'essaye de faire avancer, de faire bouger des lignes, mais c'est compliqué. Donc la situation de crise nous permet d'avancer sur certains sujets, mais pas aussi vite que les couacs que vous signalez. Voilà. Madame, peut-être juste pour répondre un tout petit peu en plus, vous dire que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'État, ce que vous décrivez, de toutes ces personnes ukrainiennes arrivées de manière spontanée, comme on dit, c'est-à-dire en gros sans être passées par des circuits de prise en charge organisés par l'État, et que désormais, Porte de Versailles, il y a des équipes de travailleurs sociaux qui sont disponibles toute la journée pour faire ce travail-là, c'est-à-dire en fait pour rencontrer ces personnes qui en fait n'ont pas été hébergées et donc qui n'ont pas déjà été accompagnées. Donc il ne faut pas hésiter à revenir parce que maintenant, voilà. Ben voilà. Mais je veux dire, on fait... enfin, nous, c'est nous qui le faisons, mais c'est les services de l'État qui ont permis, qui ont rendu ça possible. Je dis pas que c'est parfait, mais je dis qu'en tout cas, cette volonté de raccrocher une aide pour aider tous ces Français qui se sont spontanément, généreusement proposés, elle existe et elle est en train de se développer partout, alors avec plus ou moins de réussite peut-être. On en reparlera. On va terminer avec Reza Jafari sur quelques mots, mais le principe de cette table ronde, c'est vraiment d'inviter toutes les personnes qui ont envie de faire avancer la cause. On a pris cet engagement, et c'est un choix de notre part, qui montons ces dîners, de montrer toutes les initiatives possibles de façon même institutionnelle, au niveau des associations, au niveau des citoyens. C'était aussi pour donner un élan d'espoir et de vraiment se dire qu'il n'y a pas que des points négatifs. Bien évidemment qu'on a tous et toutes envie que la guerre n'existe pas. Moi, la première que j'ai connue, c'était en Algérie dans les années 90. La deuxième, c'était au Mali quand je suis allée travailler là-bas. La troisième, c'est vraiment qui m'a touchée, ça a été celle des Afghans et des Afghanes. Donc, bien évidemment qu'on veut tous et toutes que la guerre n'existe pas. Et moi, je suis très heureuse de ce projet parce que pour héberger depuis très longtemps des réfugiés et d'autres personnes, on n'est pas là pour en parler, c'est pas bien grave, mais j'ai quand même besoin d'un accompagnement d'une fondation ou d'une association parce qu'à un moment donné, je me sens terriblement seule d'être solidaire d'une cause et où je n'arrive pas forcément à avoir tous les renseignements possibles. Donc, je trouve que de formaliser et d'encadrer toute cette générosité citoyenne, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce dîner ce soir, parce qu'il faut encourager ces belles initiatives. Je te laisse terminer. Juste pour dire qu'on a aussi une fille afghane écrivaine qui héberge Lila, qui veut rentrer en Afghanistan, qui pense qu'elle est inutile ici. Si elle retourne dans sa province et qu'elle donne des cours d'alphabétisation aux enfants, elle est beaucoup plus utile là-bas, mais elle a un statut de réfugiée, elle ne peut plus retourner en Afghanistan. Et si elle retourne en Afghanistan, elle perd son statut et elle ne pourra pas revenir en France. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Et ce sentiment d'impuissance, c'est la pire chose que ça peut arriver à un être humain. Et après 12 ans, je ne sais toujours pas, je me sens souvent impuissant. La semaine dernière, il y a eu une explosion devant une école à Kaboul. Ça a fait des dizaines de morts d'enfants et des centaines de blessés. Tout ce que j'ai pu faire, c'est d'organiser à la place de la République un rassemblement, un moment de recueillement. On a allumé quelques bougies et rassembler des gens autour d'une cause et être solidaire et continuer à être solidaire. Aujourd'hui, moi, puisque je suis français, je peux retourner et je retourne en Afghanistan. Je pense que je peux être beaucoup plus utile maintenant et que la France, c'est pareil, c'est ma patrie. J'étais en 2013, quand j'ai eu ma nationalité française, après quelques années, quand j'étais en Afghanistan, je suis revenu. Je me suis engagé dans l'armée française. Et la France, c'est ma patrie du cœur. Et l'Afghanistan, c'est mon pays natal.
Et comment on peut gagner, c'est tous ensemble. Ce qu'on fait maintenant ici, c'est d'avancer tous ensemble et ne pas regarder la couleur de peau, les origines. C'est comme ça aujourd'hui dans le milieu associatif. Tout à l'heure, on parlait avec la présidente de Refugee Food. Comment on tient bon, c'est des petites victoires à chaque fois. Mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Et que tous ensemble, en se donnant de courage, mais aussi de l'espoir qu'on peut gagner, c'est une résistance. Aujourd'hui, si l'Ukraine n'est pas tombée, parce qu'il y a eu un espoir, il y a eu la résistance, et il y aura une résistance ici en France, partout dans le monde. Il faut garder l'espoir et espérer qu'un jour, ça ira mieux. Mais malheureusement, c'est la réalité et il faut tenir bon et ne pas tomber. On va réussir ensemble. On est tous des êtres humains et il n'y a pas d'être inférieur ou supérieur. Voilà tout ce que je peux dire pour terminer et continuer à s'organiser autour des causes. Et voilà, on doit terminer. On se retrouve autour d'une table et un bon repas fait. Je ne sais pas combien de chefs on a ce soir. Il y a 9 chefs et plusieurs plats ukrainiens préparés par des Ukrainiennes et des Ukrainiens. En tout cas, merci beaucoup Alain Régnier, Delphine et Céline. Merci beaucoup.